Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici les titres du journal. Le procureur du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi lance un avertissement aux promoteurs d'organes de presse sans existence légale à cesser leur activité. Une décision qui intervient après le constat de la recrudescence sur les réseaux sociaux de parution de journaux et écrits périodiques sans existence légale et sans souscription aux formalités administratives. Des détails dans cette édition. L'Agence nationale d'identification des personnes a reçu un lot de matériel informatique d'une valeur estimée à plus de 162 millions de francs CFA. Le dit matériel est offert par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Bénin. Ce don de l'UNICEF vise à appuyer l'enregistrement des naissances au Bénin. Le comité d'organisation de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracan Bénin 2023 a dévoilé ce jeudi 10 août 2023 Miaouezon, la mascotte officielle de la compétition. Une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du ministère des Sports. On en parle dans ce 19h. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a reçu hier jeudi 10 août 2023 un lot de matériel informatique d'une valeur de 162 107 082 francs CFA offert par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF au Bénin. Ce don de l'UNICEF vise à appuyer l'enregistrement des naissances dans 174 arrondissements des 233 que comptent les départements du Borgou, de la Donga, du Zou, de l'Alibouri et de l'Atakora. Le don a été fait dans le cadre de la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil célébrée sur le thème « Le potentiel d'accroître la couverture, d'améliorer la qualité et la rapidité des données grâce à la numérisation du système d'enregistrement des faits d'état civil ». Je l'annonce au sommaire de cette édition, le procureur spécial du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, Aubert Kodjo, lance un avertissement aux promoteurs d'organes de presse sans existence légale à cesser leur activité. Une information rendue publique à travers un communiqué en date du 2 août 2023. Cette décision du procureur intervient après le constat de la recrudescence sur les réseaux sociaux de parution de journaux et écrits périodiques sans existence légale et sans que les promoteurs n'aient souscrit aux formalités administratives y relatives. Il s'observe également dans les médias l'intervention d'individus ne remplissant pas les conditions régulières d'exercice de la profession. Ces actes, souligne le communiqué, sèment la confusion et obstruent les actes de poursuite. À cet effet, le parquet a instruit les officiers de police judiciaire aux fins d'interpeller et d'appréhender les auteurs de ces faits répréhensibles avec l'appui des structures faîtières des médias.
Cette édition se poursuit. L'orientation après le baccalauréat est une étape très importante dans la réussite professionnelle d'un apprenant. Cela passe par une bonne analyse et une prise de décision convenable. Séverin Houdénou, président du cabinet The Expert & Co, nous explique au micro de Anna Edou comment faire une bonne orientation après le baccalauréat. Suivez plutôt. La question d'orientation, c'est ce qui presse tous les étudiants, les nouveaux étudiants aujourd'hui. Les parents aussi, ça leur donne beaucoup de soucis parce qu'ils attendent malheureusement le bac pour commencer par décider de quelle filière, de quel métier les enfants doivent faire. Ce qui ne devrait pas être le cas normalement. Malheureusement, c'est souvent le cas, très souvent le cas. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'orientation devait être faite depuis l'obtention du CEP ou bien l'obtention du BPC pour savoir s'il faut orienter l'enfant vers une formation générale pour les filières comme la médecine, etc. ou vers une filière technique et professionnelle comme les élèves qui font le lycée, etc. Mais force est de constater que beaucoup de parents ignorent cela et attendent après le bac pour pouvoir décider de quelle filière l'enfant doit faire, ce qui est un peu délicat puisque le temps qui s'écoule entre le moment des résultats du baccalauréat et le moment de validation des choix définitifs, le temps est très court, qui ne permet pas vraiment de faire un bon travail. Néanmoins, comme ils ne peuvent pas rester sans décider, il y a quand même quelques petites méthodes qui permettent de bien orienter les enfants. Et parmi ces méthodes, c'est la méthode que je qualifie de la méthode à 3 critères. Le premier critère, c'est le choix du projet professionnel. Donc, le parent doit discuter avec l'enfant et voir, ou bien l'amener même vers des professionnels pour discuter avec l'enfant, essayer de voir quels sont ses penchants, quelles sont ses passions, quelles sont ses aspirations, quels sont ses désirs, ses rêves en termes de métier à exercer. Et dès lors que le métier ou les métiers qui intéressent l'enfant, ces métiers-là sont détectés, on va maintenant lui faire la proposition de la finalité de ces métiers. On lui fait la proposition pour dire, bon, voilà, tu peux faire tel métier. Et l'enfant, parmi les métiers qu'on lui a proposés, devra choisir un métier parmi les métiers qu'on lui a proposés. Et après le choix de ce métier, on va définir le deuxième critère dans le processus d'orientation, c'est le projet d'études. Le projet d'études qui va permettre de réaliser ou bien d'atteindre ce métier-là, de réaliser ce métier que j'ai nommé beaucoup plus tôt le projet professionnel. Donc ce projet d'études se base sur l'ensemble des diplômes et des formations que l'enfant doit faire pour pouvoir obtenir le diplôme qui lui donne accès à ce métier. Et une fois que le projet d'études est défini, on va faire le troisième critère, le choix de la filière de base. Le choix de la filière de base, c'est ça qui intéresse beaucoup plus l'enfant. Quelle est la filière que l'enfant va choisir afin de réaliser ce projet d'études pour pouvoir réaliser le projet professionnel. Restons toujours avec Séverin Houdénou, président du cabinet The Expert & Co, qui a profité également de l'occasion pour expliquer comment doit se faire le choix des filières. Suivez ses propos toujours au micro de Anedo. Le choix de la filière de base, c'est le troisième niveau. On pourrait penser généralement ce que les gens font, c'est-à-dire comme tu as un bac D, comme tu as un bac C, comme tu as un bac G2, on te dit voici ce que tu peux faire. En réalité, le fait de cette manière, c'est en quelque sorte perdre l'enfant. Parce que l'enfant peut bel et bien avoir un bac D, un bac G2 et ne pas avoir des penchants pour les possibilités que ce bac-là donne. C'est pour ça qu'il faut partir du rêve de l'enfant. Donc dès lors que nous arrivons au niveau du choix de la filière de base, que nous connaissons, cela suppose que nous connaissons déjà le projet d'études. Donc là maintenant, on va voir la concordance entre le projet d'études et les séries qui permettent de faire ce projet d'études-là. Donc, je vous donne un exemple très simple. Je prends quelqu'un qui veut devenir un expert comptable. La filière de base, on peut lui dire par exemple de faire la comptabilité à l'ENEA. On peut lui dire aussi de faire les sciences économiques au niveau de la FASEC. On peut lui dire également de faire une école spécialisée dans la formation de l'expertise comptable. On en a au Bénin. Donc, ces choix-là vont dépendre des moyens des parents et du bac que l'enfant a obtenu. Toutes les formations n'ont pas les mêmes coûts. Voyez? Donc, voilà pourquoi pour faire ce choix, il faut se baser sur
le projet d'études et voir quelles sont les filières qui après peuvent évoluer jusqu'à déboucher sur le diplôme final à obtenir. Puisqu'il y a plusieurs chemins. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de LMD, où il y a le système de crédit, où on peut faire valoir des crédits dans un certain nombre de domaines pour faire valider des diplômes. Donc, il y a une multitude de possibilités pour l'enfant de choisir une filière ou une autre filière, mais d'aboutir toujours au même projet, à la réalisation du même projet d'études pour atteindre le projet professionnel. En résumé, pour faire le choix de la filière de base, on part du projet d'études, on voit quelles sont les filières qui permettent de réaliser ce projet d'études. On va voir parmi ces filières-là, quelles sont les filières qui sont prises en compte par le baccalauréat que l'enfant a obtenu. On voit parmi ces filières encore quels sont les établissements qui donnent ces formations, quels sont les coûts, et puis on fait un tri, en fonction des besoins de l'enfant et en fonction des moyens des parents, on fait un tri pour pouvoir choisir la filière définitive de l'enfant. On parle religieux à présent. Le pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam, et constitue une expérience spirituelle profonde pour des millions de croyants à travers le monde. D'entrée, El Hadj Lassisi Bachirou, islamologue, professeur de la langue arabe de la culture islamique, est revenu sur le sens du pèlerinage et comment réussir son Hajj. Suivez un extrait de son argumentaire au micro de Nansirina Fatoumbi et Francis Farami. Réussir son Hajj est très important pour le fidèle musulman, puisque si la réussite n'accompagne pas le pèlerinage, c'est tout comme l'adoration n'a pas été effectuée. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, lorsque nous voulons effectuer le pèlerinage, la toute première des choses que nous devons noter pour pouvoir réussir ce pèlerinage, c'est la crainte d'Allah. Il a dit « Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa » Il dit, apprêtez-vous pour le pèlerinage, c'est-à-dire arrangez votre valise, apprêtez votre valise, tout ce que vous allez utiliser là-bas au pèlerinage. Mais il a dit, inna khayra zadi taqwa. La meilleure des valises, des bagages que vous devez emporter avec vous, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est un pilier qui va faire réussir le pèlerinage. Puisque lorsque le fidèle craint Allah, la première des choses, il saura que non, je ne devais pas effectuer le pèlerinage avec un moyen financier illicite. Pourquoi? Parce que c'est que Allahu tayyib wa la yaqbalu illa tayyibat. Allah est pur, propre, il n'accepte que ce qui est propre. Alors lorsque tu prends un moyen financier illicite pour effectuer le pèlerinage, il faut savoir que tu ne peux pas réussir ton pèlerinage. C'est déjà gâté au début. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va veiller aux fidèles de bien apprendre ce qu'il faut aller faire là-bas au pèlerinage. Parce que le pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique, non. À chaque lieu, à chaque endroit, il y a une adoration précise et une parole précise à prononcer. Cette crainte d'Allah va l'amener à se sacrifier, à laisser un peu du temps, aller vers les ulamas, les alphas, ceux qui comprennent, qui peuvent l'enseigner, qui peuvent l'orienter. Donc, c'est cette crainte d'Allah qui va l'amener à respecter les recommandations d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sera au pèlerinage. Pourquoi? Parce que Allah a dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Il dit le pèlerinage, c'est dans des mois connus. وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Il dit celui qui effectue le pèlerinage ne doit pas faire une bagarre, ne doit pas chercher querelle, ne doit pas insulter son prochain. Même si quelqu'un l'insulte, c'est du calme. Il ne répond pas d'une mauvaise manière, même peut-être pour demander pardon au retour. Donc tout ceci rentre dans les choses, les valises que le fidèle doit apprêter pour pouvoir réussir son pèlerinage. Avoir de bons comportements, respecter les rites du pèlerinage, tout ceci accompagne le fidèle à pouvoir réussir son pèlerinage.
L'autre défi auquel sont confrontés les fidèles musulmans qui ont pris part au pèlerinage est la gestion de leur vie au retour des lieux saints de l'islam. Il est essentiel de conserver et partager les valeurs acquises lors du voyage sacré. À ce propos, Lassisi Bachirou a livré quelques attitudes exemplaires que doivent adopter les pèlerins après leur retour de la Mecque. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, puisque le pèlerin, lorsqu'il est revenu à la maison, c'est bien vrai, il a réussi, il a accompli ce pèlerinage, et que si le pèlerinage a été respecté, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce qui veut dire que le pèlerinage a connu un succès. Et ce succès doit être aussi un comportement qui doit l'accompagner. Tout d'abord, le prophète a dit, celui qui a été au pèlerinage, il a effectué le pèlerinage comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec la crainte d'Allah. Il n'a pas injuré, il n'a pas cherché querelle, il n'a pas dit de futilité. Il dit, il est revenu tel que le jour où sa maman l'a mis au monde. Et le jour où sa maman l'a mis au monde, il est un enfant qui n'a pas de péché. Il ne connaît aucune mauvaise chose. Alors, il est devenu quelqu'un pieux, donc propre, éloigné des péchés, de tout ce qui est mauvais. Alors, toi qui es arrivé comme un nouveau-né, un bébé qui ne connaît aucun péché, normalement, tu dois préserver cet acquis que tu as pu gagner au pèlerinage. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois adopter un bon comportement. C'est que tu es allé au pèlerinage. Tu as demandé le pardon d'Allah. Tu as demandé la miséricorde d'Allah. Et tu as été pardonné. Normalement, tu ne dois plus continuer ces mauvaises habitudes que tu avais l'habitude d'adopter. Tu dois t'éloigner de ces comportements. Et il y a une chose que nous faisons lorsque nous arrivons du pèlerinage, que nous croyons que cela rentre dans le cadre de l'adoration et qui n'a aucun sens, aucune relation sur le plan de la religion. C'est-à-dire, quelqu'un va venir du pèlerinage, il va dire, donc je ne dois plus habiter la maison que j'habitais avant. Deuxièmement, il est arrivé du pèlerinage, le vendredi qui va suivre, il doit aller dans la mosquée accompagner des gens. Troisième chose, il va organiser une cérémonie grandiose en type de, tout comme une retrouvaille de remerciement pour Allah dont ils ont l'habitude de le dire. Au fait, c'est bien vrai, le fidèle qui est parti au pèlerinage, qui est revenu sain et sauf, doit nécessairement remercier Allah. Ça, c'est la meilleure des choses. Mais on remercie Allah parce que Allah aime. Pas tu vas lui donner ce qu'il va aimer apprendre. Ce n'est pas de lui donner ce qu'il va détester. Lorsque tu reviens du pèlerinage, tu as plusieurs manières de remercier Allah. Tu peux remercier Allah sans que les êtres autour de toi ne savent pas que tu as remercié ton Seigneur. Et c'est d'ailleurs ce que lui aime. Un travail, une action que tu as avancé d'une manière secrète entre toi et ton Seigneur. Alors, dire que nous allons organiser une fête, nous allons quitter pour entrer dans la mosquée, accompagner des gens et nous allons changer notre milieu, notre lieu habituel pour aller à un nouveau, ne rentre pas dans la sincérité, ne cadre pas la sincérité qu'Allah a demandé. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Il dit, on vous recommande rien que d'adorer Allah avec sincérité. Mais lorsque tu as fait une chose et que tu l'as publié aux gens et que les gens ont su que vraiment il est allé au pèlerinage, il a dépensé, il est arrivé encore, il a changé sa maison, il a préparé tout le monde à manger, c'est tout comme ça rentre dans le cadre de se faire montrer que les gens vont te glorifier. Alors si les gens te glorifient, c'est tout comme tu as perdu le fondement de cette adoration et que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Donc pour nous dire tout court, lorsque nous revenons du pèlerinage, nous allons continuer à adopter le bon comportement que l'islam nous a recommandé. Le groupe Footeuse Plus Africa a réuni dans la matinée de ce jeudi 10 août 2023 à Calavi les footballeuses pour une formation sur la gestion de l'image personnelle dans le monde du sport. Une initiative qui entre dans le cadre de la deuxième édition des Trophées Footeuses 229. Colombe Oussou y était, voici son récit. Votre simple habillement peut vous amener à vendre la marque que vous êtes.
Votre simple comportement peut vous amener à vendre la marque que vous êtes. Gestion de l'image de la footballeuse, c'est le thème qui a rassemblé 84 footballeuses issues de plusieurs clubs du Bénin pour un seul objectif, avoir une vision claire sur comment faire sa propre communication. Organisé par Footeuse Plus Africa, ce thème n'a pas été choisi au hasard. C'est parti de la première édition des Trophées Footeuses 229. On était tous à la soirée, on a vu qu'il y avait eu quelques dysfonctionnements, surtout au niveau de l'image que les footballeurs avaient projetée ce jour. Donc pour cette deuxième édition, on s'est dit qu'on allait apporter un petit plus. Et le plus, c'est cette série de formations. Au terme de la séance, les panélistes donnent un aperçu de l'essentiel à retenir. Il y a beaucoup de travail à faire, il ne faut pas baisser les bras. Il y a du potentiel et il faut que nous arrivions à rassurer ces filles que le sport ouvre énormément de portes et au travers du thème qui est comment gérer son image au travers du sport, ça leur permet de se créer une identité, ce qu'elles ne savaient pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, dans la construction d'une carrière de footballeuse, l'image a une place prépondérante. Et quand on parle de l'image de marque aujourd'hui, c'est comme toute une marque habituelle. Et donc c'est important pour la joueuse de prendre conscience de la nécessité de la construction de son image, de se fixer les objectifs qu'il faut, de déterminer sa vision, sa mission et en fonction de ça, de faire tout ce qui est important pour consolider, pour construire, consolider cette image et d'éviter les habitudes ou les attitudes qui pourront dénaturer ou qui pourront porter atteinte à son image. Cette initiative qui entre dans le cadre de la deuxième édition des Trophées Footeuses Plus Africa s'achève sur une note de satisfaction pour les différents acteurs. À la sortie, moi j'ai eu des personnes qui m'ont abordé, qui disaient merci pour les aspects que nous avons abordés tout au long de la thématique, tout au long de ce panel. Et je pense que nous avons semé quelque chose. Et chacune d'elles aujourd'hui va certainement prendre conscience de ce que l'image est quand même un aspect très important de la gestion de sa carrière et même de la gestion après la carrière. Nous avons eu en face de nous des personnes assez intéressées par la thématique qui étaient attentives, qui ont noté. Et il y a eu aussi des questions tout à fait pertinentes, ça fait plaisir et ça montre qu'il y a eu un intérêt pour cette thématique que nous avons ensemble développée. Globalement, je suis très satisfaite parce que franchement, je ne m'attendais pas à voir autant de motivation chez les filles. Elles sont plus de 84, c'est impressionnant et savoir qu'elles sont intéressées par cette thématique, qui est la gestion de l'image. Je pense qu'elles ont envie de découvrir, elles ont envie de grandir dans leur passion. Donc l'objectif est atteint, les 3 panélistes étaient présents. Donc c'est aussi un plus, la presse s'est mobilisée massivement. Donc je suis satisfaite. À l'issue de la formation, les prix de meilleure joueuse du mois ont été attribués à celles qui n'avaient pas reçu leur trophée à temps. D'autres séries de formations sont prévues par Footeuse Plus Africa, notamment sur les violences faites aux femmes dans le milieu du football féminin, puis une formation sur le sport et les études. Au terme de la formation, quelques participants n'ont pas manqué de donner leur appréciation. Des propos recueillis par Columbus. J'ai retenu de cette formation que la communication est un élément essentiel dans la carrière d'une footballeuse ou toute sportive. Et aussi que la joueuse doit se fixer des objectifs et aussi qu'elle doit faire attention à son apparence et son image impacte les jeunes de son environnement. Aussi, elle doit faire attention à tous les agents sportifs qui l'abordent parce qu'il y a certains qui sont là pour l'ANAC. Donc, elle doit prendre ses dispositions et faire attention. Si j'avais eu cette formation dès le début, je ferais beaucoup de choses par rapport aux images parce que
J'entendais depuis que c'est les journalistes ou bien c'est quelqu'un qui va poster mes photos pour que les gens puissent me voir. Je n'ai pas eu cette connaissance. Si je savais depuis, je ne serais pas à ce niveau. Et je vais chaque fois poster mes photos. Je ne vais plus attendre quelqu'un, des journalistes ou bien quelqu'un. Je vais le faire moi-même comme je viens appris ici tout à l'heure. Je suis très émue parce que ça m'a ouvert plus les yeux. Et aussi, il y a des choses que je faisais, mais je compte les améliorer. Surtout pour l'ouverture des pages dans la vie d'une joueuse, c'est très important. Et les vidéos et tout ça, les conseils, je suis vraiment émue par ça. Et nous avons vraiment besoin de ces formations pour pouvoir plus nous améliorer. Pour finir, le comité d'organisation de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracan Bénin 2023 a dévoilé dans la soirée d'hier jeudi 10 août 2023 Miaouezon, la mascotte officielle de la compétition. Cette cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du ministère des Sports au détour d'une conférence de presse. Colom Oussou pour le point. Miaouezon, c'est la mascotte officielle dévoilée par le comité d'organisation de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan Bénin 2023. Une appellation qui s'illustre bien avec la réputation d'hospitalité de Grand Popo, la ville qui abrite l'événement. Miaouezon qui veut dire d'abord bienvenue à la finance. Et ensuite qui est porteur de cet esprit, cette chaleur que nous avons bien dans la discipline de Maracana. Et puis, par ailleurs, traduit notre slogan phare du Maracana qui est la CFA et non le CFA, la CFA pour convivialité, fraternité et amitié. Pour le bon déroulement de la compétition, toutes les dispositions sont prises pour ce sport de reconversion qui se pratique à partir d'un âge adulte. La catégorie senior à partir de 35 ans. Super senior à partir de 45 ans. Mais quand vous voyez le super senior de 45 ans évoluer, vous êtes surpris, on vous dit qu'il a 45 ans, vu la vitalité avec laquelle il compétit. Et nous tenons compte de tout ça, c'est pour ça que les compétitions, c'est 10 minutes, 2 fois. Donc, même celui qui a 60 ans, il fait facilement les 20 minutes. Sur le cycle de la compétition, il y a une infirmerie qui est ouverte 24 heures sur 24 et fonctionne. Bien que le Bénin soit fin prêt pour accueillir les différentes délégations, des recommandations et propositions ont été faites pour parfaire l'événement. Grand Popo est prêt en matière d'hébergement. Et le seul point dans les hôtels peut-être où il faudrait un peu leur demander de rénover, c'est juste le volet un peu la sécurité un peu incendie, notamment les RIA, les extincteurs, je les ai vus, les RIA et parfois les détecteurs de fumée qui manquaient de service. Et ça on peut corriger d'ici un mois et demi. Vraiment à part ça, je peux vous dire sans embâche que sur le plan hébergement, je n'ai aucun doute qui serait réussi. Sur les sites de compétition, au stade omnisport de Grand Popo, il va falloir de la vidéosurveillance à l'intérieur et aux abords du stade. Il va falloir de l'éclairage. Il va falloir une salle de retrait des officiels de la prima VIP. Il va falloir matérialiser les 2 terrains de compétition. Et il faut penser à la sonorisation et un Wi-Fi au débit. Au niveau du site d'entraînement qui est dans la même enseigne, donc le sol est en ciment, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas d'éclairage, il va falloir rafraîchir la matérialisation du sol. Une vingtaine de pays sont attendus à Grand Popo au Bénin pour cette compétition qui aura lieu du 24 au 30 septembre 2023. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur EZAE TV.